J-4 avant le second tour des législatives, notre édition spéciale de Sens Public continue avec cette question: comment le monde nous regarde? Que disent nos voisins européens de l'éventualité du Rassemblement national au pouvoir? Avant d'en débattre avec 4 correspondants étrangers, on détaille ces unes de la presse internationale qui se demandent encore: mais pourquoi Emmanuel Macron a-t-il fait ça? Sandra Cerquera. Seuls l'Italie, la Hongrie et les Pays-Bas, où une coalition avec l'extrême droite est au pouvoir, saluent le score historique du RN en France. La première ministre italienne Giorgia Meloni se réjouit que la diabolisation des gens qui ne votent pas à gauche ne fasse plus effet. Viktor Orban, dont le pays a pris la tête de la présidence tournante de l'UE, a exprimé son optimisme pour changer les choses à Bruxelles. Ailleurs en Europe, on évoque un séisme politique qui aura des répercussions en Europe et dans le monde. C'est plutôt l'inquiétude qui domine, notamment chez nos voisins espagnols. Le Premier ministre Pedro Sánchez estime que la victoire du RN est un avertissement. J'espère pour le bien de la France et aussi pour le bien de l'Europe que l'accord entre les partis politiques, notamment dans la France progressiste et républicaine, permettront de freiner l'extrême droite en France. Car cette ultra-droite ne cesse de croître. Elle gouverne déjà dans 7 pays de l'Union européenne. En Allemagne, on s'inquiète de l'avenir de l'Europe si le RN entre à Matignon. Je suis préoccupé par les élections en France et j'espère que ce n'est pas l'extrême droite qui remportera ces élections. Nous continuerons à voir le président Macron dans les instances où je siège, mais ce serait quand même un changement. J'étais tout autant déprimé à chaque fois que l'extrême droite l'a emporté en Europe. Dans l'ensemble, les pays européens redoutent que la France devienne un pays divisé, sans direction claire. Une France ingouvernable, une France bloquée, une France dans laquelle on pourrait revoter éventuellement. Bientôt, ça apporte de l'incertitude. Est-ce que ce sera un partenaire fiable? Est-ce que ça sera un partenaire qui sera pro-européen, qui sera anti-européen? À quel genre de gouvernement ou à quel genre de France est-ce qu'elle pourra agir ou pas? À quel genre de France est-ce qu'on aura affaire? En plus du chaos politique, beaucoup de pays ont peur de voir la France s'éloigner de ses principes républicains. C'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays de l'universalisme. Voir ce pays-là potentiellement se détourner de ses valeurs phares, ça c'est quelque chose qui inquiète. Il y a aussi la question du soutien à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. La proximité du RN vis-à-vis du Kremlin est une grande inquiétude pour l'Ukraine, la France ayant été l'un des soutiens les plus constants dans son effort de guerre. Comment le monde et surtout l'Europe nous regardent? L'influence de la France est-elle en péril? On en débat avec Daniele Zappala. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, buonasera. Bienvenue, vous êtes correspondant italien du quotidien Avenir et docteur en géopolitique. Anna Kowalska, bonsoir et bienvenue. Comme on dit en... Dobry wieczór. Et ben voilà, on enchaîne. Vous êtes journaliste correspondante à Paris de la télévision publique polonaise. Philippe Turle, bonsoir et bienvenue. Je vais pas vous demander comment dire. Bonsoir en anglais, journaliste britannique, chroniqueur international chez nos confrères de France 24. On est en duplex avec Annika Joares, qui est correspondante en France pour le journal allemand Die Zeit. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir. Et Mathieu Croissando, et toujours évidemment éditorialiste politique. Je commence avec vous, Daniele Zappala. Comment l'Italie, dirigée évidemment par Giorgia Meloni, nous regarde? Comprend-elle notamment, vos concitoyens, comprennent-ils ce nouveau barrage républicain là, qui se met en place contre le Rassemblement national? Chez les Italiens, d'abord, il y a eu énormément de stupéfaction, car c'était les chamboule-tout en France, pays qui était toujours regardé l'Italie comme en fait stable, rationnel, etc. Aujourd'hui, je dirais que chez les Italiens, il y a aussi une part d'admiration, car quand même on redécouvre là les pays en fait de la passion politique. Car effectivement, derrière en fait ces coalitions, ces fronts républicains qui paraît-il en fait quand même se reconstituent, il y a aussi finalement tout un suivi au niveau de l'opinion publique. Donc il y a véritablement de la passion, que ce soit dans les cafés, etc. On voit quand même beaucoup d'effervescence. Donc certes la période est dramatique pour certains aspects, mais d'un autre côté il y a en fait une part d'admiration.
bien évidemment, au niveau du sommet, et voilà, c'est bien plus nuancé. Car, oui, côté de Giorgia Meloni, voilà. Évidemment, c'est pas, mais ça, on y reviendra évidemment. Vu de Pologne, Anna Kowalska, que représenterait l'arrivée du parti le péniste à Matignon au pouvoir? Comment ce serait ressenti comme peut-être un coup de tonnerre pour l'Union européenne? On parlait de stabilité, une période d'instabilité. Comme un énorme danger, je pense. Si on regarde aujourd'hui les articles, notamment en Pologne, qui concernent la France, il y a tout de suite une question, qu'est-ce que ça signifie pour nous et pour l'Ukraine? Il ne faut pas oublier la Pologne se sent menacée par la Russie, et si on regarde les propos de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, ils sont probablement moins pro-russes qu'il y a 2 ans, mais malgré tout, ils n'ont jamais soutenu une résolution pro-ukrainienne ou anti-russe au Parlement européen, ni au Parlement en France. Donc on se pose énormément de questions par rapport à ça. Et puis une question aussi sur l'Europe forte, unie, où la France devrait jouer un rôle important. Et si on a un gouvernement clairement nationaliste et anti-européenne, ou s'il n'y a pas de gouvernement en France, le résultat serait pareil. Donc, avec énormément d'intérêt, inquiétude et questions par la suite. Après, il y a une autre question aussi sur quel rôle peut jouer la Pologne dans tout ça. Le gouvernement de Donald Tusk, c'est probablement le personnage le plus pro-européen en Pologne en ce moment, un grand pays. Donc, il a dit que c'était une catastrophe si jamais Marine Le Pen arrive au pouvoir. Je ne sais pas s'il a utilisé le mot catastrophe, mais c'est vrai qu'il en a parlé énormément lundi après le premier tour. Mais ça veut dire qu'il y voit une opportunité pour éventuellement faire en sorte que la Pologne prenne un peu plus de place, c'est ce que je comprends? L'idée de Donald Tusk, quand il est arrivé au pouvoir en octobre, c'était de regagner l'Europe avec la France et l'Allemagne notamment. Maintenant, il voit qu'il peut être toute seule parce que Olaf Scholz en Allemagne, il n'est pas très fort, que Élysée a probablement le locataire le plus faible de l'histoire de la France, et c'est ce qu'on dit en Pologne en tout cas. Et si en plus il y a un gouvernement d'extrême droite qui va faire n'importe quoi pendant les réunions du Conseil de l'Union européenne, il sera toute seule. Certes, c'est une opportunité, mais c'est aussi un énorme danger. Philippe Turlet, est-ce que vous arrivez à proposer des articles sur les législatives françaises dans votre pays, alors que vous allez vous aussi voter des élections ultra importantes dimanche? C'est très curieux parce que ça a dominé les titres lundi, même si on est en pleine campagne électorale en Grande-Bretagne pour les élections ce 4 juillet. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'il y a quand même une division entre ceux qui admirent ce que Emmanuel Macron a fait en disant ce serait bien si nous, on avait des politiques qui pouvaient prendre des décisions aussi courageuses en Grande-Bretagne. Malgré le résultat du premier tour. Oui, continue de dire ça. En disant, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des décisions très importantes, de mettre son propre vie politique en jeu. En Grande-Bretagne, on a eu Boris Johnson, on a eu Liz Truss, on a eu Rishi Sunak, qui ont reçu beaucoup de critiques. On a Keir Starmer qui va peut-être être le nouveau Premier ministre, qui est considéré comme quelqu'un d'assez mou. Donc on admire Emmanuel Macron parce que c'est quelqu'un, dans les yeux des Britanniques, assez courageux. Là, c'est intéressant, c'est un son de cloche qu'on a assez peu entendu. Et la deuxième chose, c'est qu'on a du mal à imaginer, parce que la France, pour les Anglais, c'est le pays du vin, de la nourriture, la mode, des paysages, qui fait rêver pour les vacances. Et du football, on va peut-être gagner l'euro. Mais on a du mal à comprendre comment ça se fait que la France est venue jusqu'à ça. Comment ça se fait que la France a envie de lire quelqu'un de l'extrême droite? C'est incompréhensible. Mais je dirais que ces derniers jours, dans les journaux, dans les commentaires et dans les appels que je reçois, les gens disent, mais quand même, Emmanuel Macron a fait une énorme bêtise, il n'aurait jamais dû dissoudre l'Assemblée nationale. Pourquoi elle a fait cela? Et on a beaucoup de mal à répondre à cette question. Oui, effectivement, et je vais la poser à Annika Yorès, parce qu'en Allemagne, qui organise évidemment cet Euro de foot, j'ai lu qu'il y avait cette expression, Emmanuel Macron qui a marqué un but contre son camp. C'est vraiment ça la tonalité aujourd'hui? Ah oui, absolument, absolument. Non, les Allemands, ils étaient très inquiets quand on a vu les résultats. On n'a jamais pensé ça. Enfin, un peu comme la majorité des Français, on a pensé que Marine Le Pen ne pourra jamais le faire. Là, elle est aux portes d'entrée du Parlement. Et je pense qu'il n'y a que 2 personnalités dans le monde qui font autant peur aux Allemands. C'est Donald Trump pour les États-Unis et Marine Le Pen en France. Et là, les deux même sont aux portes des pouvoirs. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes
à Berlin, enfin dans tout le pays allemand. Et c'est comme le collègue britannique a dit, il y a aussi une sorte de grande surprise, puisqu'on pense que la France est quand même un pays où on vit bien. On adore la culture, la cuisine, on adore faire les vacances. Donc, d'autant plus, on est surprise qu'apparemment, une majorité des Français est quand même très, très mécontent. Et on n'a pas du tout vu venir ça, ni Macron d'ailleurs apparemment, parce que c'est lui qui a déclenché cette crise. Mais ça laisse beaucoup de monde un peu... oui, bouche bée, bouche ouverte, comme vous dites. Bouche bée, c'est ça, c'est la bonne expression. D'étonnement. Oui, effectivement. Vous l'avez évoqué, et on l'a évoqué ici aussi avec Anna Kowalska, la question du moteur de l'Europe, notamment ce moteur franco-allemand qui risquerait d'avoir des ratés en cas d'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Écoutons la ministre allemande des Affaires étrangères juste après les résultats du premier tour. Je tiens toutefois à préciser ici que l'Allemagne et la France portent une responsabilité particulière pour notre Europe commune. Et personne ne peut rester indifférent si, par exemple, ici, lors des élections européennes, ou bien si chez notre tout proche partenaire et meilleur ami, un parti qui voit dans l'Europe le problème et non la solution arrive largement en tête. Je reviens vers vous, Annika Joeres, le chancelier Olaf Scholz, d'une certaine façon, est-ce qu'il se prépare lui aussi à une cohabitation, si le RN est au pouvoir ? Je pense qu'il doit le faire. J'espère qu'il le fasse parce que il est temps quand même si les projections donnent pour l'instant pas la majorité absolue à Marine Le Pen. Mais non, il y a une vraie inquiétude parce que non seulement pour l'Europe, mais il y a plein d'initiatives, plein de projets binationaux entre la France et l'Allemagne. C'est-à-dire, il y a l'OFAGE, par exemple, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Il y a beaucoup des villes qui font des échanges. Et toute cette infrastructure franco-allemande, on va dire, toute cette amitié qui est portée aussi par plein d'instituts ou voilà des projets, des festivals binationaux, ils sont angoissés que tout ça s'arrête probablement avec une majorité lépéniste qui n'est pas très en faveur de la coopération franco-allemande. Alors évidemment, ça n'est pas encore fait. On vote dimanche, on a vu des projections en siège. Pour l'instant, on est plutôt dans une majorité relative. On verra bien ce qui se passe dimanche. Mais si on parle de cohabitation, Mathieu, il y a cette question, encore une fois, si est important, le RN l'emporte dimanche et s'installe à Matignon, la France parlera-t-elle toujours d'une même voix à l'international ? Alors c'est une vraie question. Quand on se replonge dans l'histoire des cohabitations passées, on s'aperçoit qu'il y avait un modus vivendi qui avait été trouvé. Les affaires étrangères font partie de ce qu'on appelle un peu abusivement le domaine réservé du président de la République, même si aucun article de la Constitution ne dit que c'est son domaine réservé. C'est d'ailleurs, dans les faits, c'est plutôt un domaine partagé. Alors ça a parfois été rugueux. Lors de la première cohabitation, en 1986, François Mitterrand, par exemple, commence par retoquer le nom des ministres des Affaires étrangères que lui propose Jacques Chirac. Et il dit non à Valéry Giscard d'Estaing, par exemple, parce qu'il n'a aucune envie de le voir venir autour de la table du Conseil des ministres. Il dit non à Jean Le Canuet, qui lui est proposé aussi, parce qu'il le trouve trop atlantiste. Et puis, ils se mettent d'accord sur un nom qui est celui de Jean-Bernard Raymond. Et lors des premiers déplacements officiels avec Mitterrand et Chirac, tout le monde va les regarder en disant mais qui parle ? Le premier déplacement, ça se passe à Tokyo, c'est un sommet des pays industrialisés, et là Chirac est un peu en recul, il observe Mitterrand faire. Puis le deuxième déplacement, c'est un sommet européen aux Pays-Bas, et là Chirac demande à être à la table de négociation, et donc il va y avoir un jeu de valse entre il y a Mitterrand, Chirac, mais il n'y a que 2 sièges, et donc de temps en temps le ministre des Affaires étrangères vient, et il y en a un qui s'en va, mais en gros la répartition des rôles se fait là, tout le monde s'amuse, tout le monde observe, et on pose la question à François Mitterrand, qui répond « On est à La Haye, et il y a la France. Ouais. Il fixe la règle, la France parlera d'une même voix. » Alors une autre cohabitation, celle entre Jacques Chirac, président, et Lionel Jospin, Premier ministre. Oui, alors Jacques Chirac et Lionel Jospin, ils s'entendaient pas du tout. Mais il y avait un ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Hubert Védrine, et qui va jouer le rôle de trait d'union. Hubert Védrine, Jacques Chirac l'adore. Il l'invite à s'asseoir à côté de lui dans l'avion quand il est en déplacement. Il lui dit lors de son premier tête-à-tête, une des seules choses positives dans cette catastrophe, c'est que vous soyez là. Donc c'est dire, hein, il l'amusait beaucoup. Et puis dans ses mémoires, il écrira d'Hubert Védrine, dans sa conception de la politique étrangère française, comme dans sa vision du monde, Hubert Védrine réussit à concilier l'exigence gaullienne et le pragmatisme mitterrandien.
l'attachement profond à la souveraineté nationale. Donc voilà, une voix de la France peut exister avec un président de droite et un Premier ministre de gauche, c'était le cas pour Jacques Chirac et Lionel Jospin, parce que il considère qu'il y a une seule voix qui doit compter. Et là, effectivement, cette fois-ci, on peut imaginer que ce serait très différent. Oui, parce que la cohabitation, si elle a lieu et si le Rassemblement national l'emportait, elle promet d'être très tendue. Et puis Emmanuel Macron et le parti de Marine Le Pen ne partagent rien sur l'international. Ils ne partagent pas la même conception du monde, ils ne partagent pas la même conception du rôle de la France. Leurs visions pour l'Europe sont radicalement différentes. On l'a vu, on sort d'une campagne européenne, donc on l'a bien vu. Et la première pierre d'achoppement, j'ai envie de dire, ça sera la nomination du commissaire français. Emmanuel Macron a tout fait pour que ce soit Thierry Breton, mais il reste à son poste. Voilà, mais Jordan Bardella et Marine Le Pen disent que c'est déjà un scandale. Sur l'aide à l'Ukraine, on en a parlé, ça inquiète beaucoup. Et puis pour le reste, Marine Le Pen et ses amis, il faut le dire, n'ont jamais caché leur tropisme pour tous les populistes de la planète, de Donald Trump à Viktor Orban, en passant par Javier Milei et même, j'ai envie de dire, Vladimir Poutine par le passé. Bref, tous les hommes politiques étrangers que déteste Emmanuel Macron. Ouais. Daniel Zappala, est-ce qu'un éventuel Jordan Bardella Premier ministre pourrait s'inspirer du comportement de Giorgia Meloni en Europe, qui a finalement gommé un certain nombre d'aspérités, voire de critiques de l'Union européenne? Disons qu'il y a toujours l'écart entre les positions idéologiques et ensuite le style des gouvernements. C'est qu'on voit actuellement en Italie. En Italie, c'est vrai, il y a eu une coalition, donc Mme Meloni n'est pas du tout toute seule en fait au pouvoir, mais de toute façon, d'un point de vue idéologique, bien sûr, elle essaie toujours de garder ses liens avec Orban, toute la famille, disons, populiste européenne, mais quand on voit, par exemple, son attitude vis-à-vis de l'Europe, là, on est complètement dans la continuité. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'Italie a besoin du plan de relance de l'Union européenne. Donc là, il y a du réalisme. On est à la 5e tranche. Et là, il s'agit en fait de 240 milliards d'euros qui sont en jeu. Et l'Italie, en fait, est le premier pays bénéficiaire. Et en fait, voilà, et il en a déjà reçu 110. Là, c'est pour dire qu'il y a vraiment un fossé entre les positionnements idéologiques et ensuite, effectivement, les intérêts en fait, du pays. Et en plus, il y a des besoins de rassurer par rapport au marché avec la dette publique italienne qui est quand même toujours, en fait, qui inquiète toujours en fait, les milieux économiques. Donc là, on voit bien que ce n'est pas forcément, en fait, quand on parle de mélonisation potentielle des Bardella, moi, personnellement, je n'y crois pas trop parce que les contextes sont très différents quand même. Vous pensez qu'il gardera son côté critique vis-à-vis des institutions je pense que les positionnements idéologiques sont vraiment différents. N'oublions pas qu'en fait, Mme Meloni a misé sur les chevals perdants, sur en fait quelqu'un comme Éric Zemmour, qui aujourd'hui en fait est un cadavre à la renverse politiquement, si vous me passez l'expression. Donc là, on voit bien que bien sûr il y a toute une recomposition. Oui, mais alors elle va devoir se rapprocher de Marine Le Pen, notamment au Parlement européen. Je ne sais pas si ça arrivera. Mais alors qu'il y a des sujets qui, en fait, entre les deux, vont devenir très vite explosifs. Notamment en fait tous les sujets migratoires. On sait très bien que Meloni aujourd'hui est à la recherche en fait d'une coopération, presque en fait d'une solidarité européenne. Et bien évidemment, les RN est bien loin de cette perspective. Ou sur l'OTAN. Oui, voilà, là, bien sûr, les positionnements aussi atlantistes. Donc là, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, à la tête de la diplomatie italienne, il y a l'ancien président du Parlement européen. C'est en fait un héritier, en fait, Messie Tajani, de Berlusconi. C'est en fait vous dire la complexité de cette coalition qui pourrait, elle aussi, en fait, exploser du jour au lendemain. On se représente, en fait, je crois, trop souvent Mme Meloni comme une sorte de personnalité toute puissante en Italie, mais en réalité, ces deux alliés, d'un côté en fait les centristes et de l'autre côté la droite vraiment dure de la Ligue, ont quand même du poids. Elles pèsent tous les deux à peu près 10% de l'électorat. Donc ils sont bien loin d'être des strapontins comme aujourd'hui c'est Éric Ciotti un peu par rapport à les RN. Avec, chez ces nationaux populistes, plus personne ne parle de sortir de l'Union européenne parce que le Brexit est passé par là. Philippe, est-ce qu'il y a aujourd'hui une majorité d'Anglais qui regrettent ce choix ? Alors, les derniers sondages qui datent du mois d'avril ont trouvé que pas loin de 60% des Britanniques maintenant regrettent le fait d'être partis de l'Union européenne, avec 35-38% qui pensent que c'est toujours une bonne idée. Donc, mais ce qui est intéressant, et là je vous pose une question sur les élections chez vous qui ont lieu dimanche, c'est que le Parti travailliste, il a réussi à regagner une forme de confiance de l'électorat populaire qui avait voté Brexit. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Rappelez-vous, en 2019, on a eu l'élection de Boris Johnson qui a eu un raz-de-marée
c'était le plus grand victoire depuis la Dame de Fer, Madame Thatcher, dans les années 80. Le Parti conservateur a tout perdu depuis. Mais il a eu cette victoire parce qu'il a séduit les électeurs travaillistes de longue date qui habitent dans le nord de l'Angleterre. C'est les couches populaires qui ont changé d'alliance en votant pour Boris Johnson parce que c'était quelqu'un de drôle et quelqu'un qui promettait monts et merveilles avec le Brexit. On voit maintenant que c'est pas le cas. Mais le problème pour le Parti travailliste aujourd'hui, c'est il ne peut pas aller voir ces gens-là pour dire revenez voter pour moi et on va rejoindre l'Union européenne parce que les gens ils disent mais on a voté contre l'Union européenne avec Boris Johnson, on ne va pas revoter pour vous si vous allez nous faire retourner dans l'Union européenne. Donc, on n'en parle pas du tout dans cette campagne. C'est un chemin sans retour, quoi. Sauf le Parti conservatif dit méfiez-vous si vous avez des travaillistes qui sont élus, c'est l'Union européenne qui revient par la petite porte. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est que l'arrivée de Marine Le Pen, peut-être au pouvoir ou Jordan Bardella en France, est plutôt vue comme une inquiétude en Grande-Bretagne et je pense que ça va avoir un effet néfaste sur le montée des groupes populistes outre-Manche, un peu comme le Brexit en Grande-Bretagne a fait refroidir les désirs de Frexit en France en disant mais regardez ce qui se passe, pardonnez-moi le terme, c'est un vrai bordel en Angleterre, on ne va pas passer par là chez nous et donc ce qui se passe en France va peut-être refroidir les Britanniques de voter encore plus vers les partis d'extrême droite. À suivre évidemment, ce qui se passe en France est scruté dans beaucoup de pays européens, campagne des législatives françaises sur laquelle plane l'ombre du Kremlin avec une guerre informationnelle menée par la Russie. On en parle tout de suite avec Quentin Calmet. Rebonsoir Quentin. De nouvelles études qui sortent là ces jours-ci et qui démontrent que la France est effectivement la cible de ces attaques informationnelles venues de la Russie. Voilà, on parle de ces ingérences étrangères depuis des mois. Eh bien, elles sont concrètes, Thomas, et elles viennent de Russie. C'est bien le pays qui est la principale source de ces tentatives de déstabilisation. Ce qui fait donc dire ce matin aux Parisiens que l'ombre de Kremlin effectivement plane sur la campagne. Faux sites web, comptes de bots, de robots, vidéos truquées. La France est ciblée en raison de sa position dans la guerre en Ukraine. Alors, il y a plusieurs études. Quelles sont-elles ? Commençons avec les travaux d'une entreprise de cybersécurité américaine nommée Recorded Future. Leur rapport est paru le 28 juin dernier. Des chercheurs qui ont observé qu'un réseau d'influence russe du nom de Doppelganger cible les électeurs français en prenant l'apparence de médias français, mais aussi de sites web non authentiques en utilisant l'amplification à grande échelle des réseaux sociaux. L'étude donne des exemples de faux sites d'information en français, comme véritécachée.fr, qui est plus accessible aujourd'hui, j'ai essayé, ou encore franceencolère.fr, qui lui fonctionne toujours. On y voit sur ce faux site internet d'information une infox en une. Macron promettrait aux Français 100 € en cas de vote pour la majorité présidentielle. Selon le rapport de Recorded Future, on continue, ces infox, elles viseraient à promouvoir des articles élogieux envers Marine Le Pen et critiquant Emmanuel Macron. C'est ce qu'on lit dans le rapport, on est page 5. Le gouvernement sortant qui a évoqué ces tentatives de déstabilisation. Oui, c'était il y a 15 jours au Sénat. Écoutez le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Il est auditionné par la commission d'enquête du Sénat sur les ingérences étrangères et il pointe directement l'action de la Russie. Écoutez. Les méthodes du régime russe sont multiples, à la fois la création de milliers de sites et de bots pour mener des campagnes de désinformation, comme la campagne Portal Combat relevée par Viginim en février dernier, des actions physiques également sur notre sol, qui sont des nouvelles actions on voit se développer avec la diffusion massive sur les réseaux sociaux, comme dans le cas des étoiles de David taguées sur les murs de Paris en novembre 2023. Voilà, on attendra les conclusions du rapport de cette commission d'enquête. Ce sera pour fin juillet au Sénat. Mais à noter donc enfin 2 autres études avec les mêmes conclusions. Thomas, le média suédois SVT qui parle de 108 faux articles critique envers Emmanuel Macron publié ces derniers jours, et le chercheur du CNRS, David Chaval-Arias, qui parle d'une stratégie d'influence étrangère à basse intensité qui serait en train de porter ses fruits, notamment avec une instrumentalisation du conflit au Proche-Orient. Merci beaucoup Quentin. On retrouve justement en duplex l'auteur de cette étude, David Chaval-Arias, directeur de recherche au CNRS et directeur de l'Institut des systèmes complexes de Paris. Et effectivement, la première question, tiens... La France semble particulièrement ciblée. Est-ce que c'est parce que c'est une démocratie ou est-ce que c'est parce que c'est l'un des pays qui soutient le plus l'Ukraine ?
Alors c'est difficile à dire de mon point de vue, je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine, mais en tout cas, ces deux affirmations sont vraies et donc elles peuvent toutes les deux entrer dans les raisons pour lesquelles la France est ciblée. Vous parlez de stratégie de basse intensité, de quoi s'agit-il ? Alors, c'est vraiment la stratégie générale de subversion du Kremlin, c'est-à-dire de, par petites touches, mais sur de très longues périodes, modifier l'espace informationnel d'un pays. Donc, on va, par exemple, avec des faux comptes, essayer d'amener des concepts dans l'espace public, comme par exemple l'islamo-gauchisme, ou l'amplifier à partir de mouvements réels sur le territoire, et de manière à ce que, progressivement, on aggrave les failles au sein de la société française et l'opposition au sein de la société française. Ça se fait par petites touches, et ça se fait par petites touches justement pour que l'individu moyen qui n'a pas une mémoire historique suffisamment grande ne s'en rende pas compte. Nous, on a des outils qui permettent de recalculer tout ça sur des grandes périodes et on peut le révéler, c'est ce qu'on fait dans l'étude. Ce que vous pointez, c'est quoi précisément quand vous dites on a des outils qui permettent de révéler ça sur une longue période ? Alors, on a monté un observatoire sur le réseau social Twitter, qui est actif depuis 2016, où on observe les communautés militantisme politique et tous les échanges. Et donc, par exemple, on peut identifier qu'un compte qui, aujourd'hui, est en train d'essayer d'inonder la France insoumise avec des horreurs qui sont vraies, hein, mais sur la bande de Gaza, mais pour essayer de rendre les interventions plus émotionnelles et plus radicales. Ce compte-là, par exemple, il y a quelques années, il ne militait pas du tout dans la communauté LFI, mais il était plutôt dans une communauté anti-vax, en train d'essayer de faire de l'antisystémisme. Et donc, en retraçant comme ça les trajectoires de comptes qui ont un comportement un peu étrange, on peut voir comment se déplacent en fait les lignes de force de ces tentatives d'influence. Et avec quel objectif ? Si on parle notamment du conflit Israël-Hamas, c'est quoi ? C'est d'accentuer des divisions entre différentes forces politiques. Quel est l'objectif d'après vous ? Alors, c'est encore une interprétation, mais si vous voulez, donc nous on fait ces cartographies de l'espace politique global et on regarde les déformations. Et à partir de l'espace politique actuel, on peut regarder sujet par sujet comment se réorganisent les communautés, c'est-à-dire quelles sont les continuités idéologiques entre communautés. On peut penser que le Front républicain, c'est le dernier rempart pour faire accéder au pouvoir un parti qui va être complaisant, ou moins hostile en tout cas envers le régime de Vladimir Poutine. Et donc le Front républicain est un vrai obstacle. Il faut le faire sauter. Pour le faire sauter, il faut trouver une ligne de division qui partage les partis de gouvernement et qui va les rendre irréconciliables. Si on regarde débat par débat ce qu'ils partagent, si vous regardez par exemple l'Ukraine, eh bien le Rassemblement national est isolé puisque la droite et la gauche sont pour l'intervention de la France en Ukraine. Mais par contre, si vous regardez le conflit israélo-palestinien, là il y a une ligne de partage puisqu'il y en a qui essayent de privilégier la lutte contre le terrorisme du Hamas et d'autres privilégier la lutte contre le terrorisme de l'État israélien, voire parfois qui en parlent en différents termes. Et donc en amplifiant un focus sur ce type de débat, eh bien on va amener la droite et la gauche modérée à ne plus pouvoir s'entendre. Et on va le faire en utilisant à la fois des manœuvres de basse intensité, par exemple en essayant de portrayer les LFI en termes d'islamo-gauchisme dans l'imaginaire de la droite. On va le faire avec des attaques hybrides, comme on l'a vu, on en a parlé, les étoiles de David, etc., pour faire monter les sentiments d'antisémitisme. Et on va le faire en utilisant des faux comptes qui, par exemple, vont jouer le rôle d'un islamisme radical et qui, après, vont aller au contact des comptes de droite en leur disant on va vous tuer parce que l'islam est grand, etc. Et donc, on fait croire que cette menace existe. Tout ça combiné font que, de chaque côté, on pense que l'autre camp est soit irréconciliable, soit inconsistant, soit irraisonnable, et donc on ne peut pas s'allier avec eux. Et l'objectif, c'est, entre deux tours, rendre la perception du moins pire, moduler la perception du moins pire, et donc faire croire que le Rassemblement national est moins pire sur telle ou telle question que l'adversaire politique. Merci beaucoup David Chavalarias, étude donc d'un chercheur du CNRS. Anna Kowalska, la Pologne est également en première ligne, on peut le dire, dans le soutien à l'Ukraine. Est-ce que votre pays est aussi la cible d'attaques comme ça, informationnelles ? Oui, et cette guerre hybride de la Russie sur le territoire polonais a commencé il y a longtemps. Il suffit de voir ce qui se passe sur la frontière avec la Biélorussie. Il y a énormément de migrants qui sont pour la plupart, et c'est prouvé par les forces, envoyées là-bas par Vladimir Poutine pour qu'il déstabilise la frontière extérieure de l'Union européenne, qui provoque énormément de tensions dans notre société. En ce qui concerne les questions sécuritaires en ligne,
Évidemment, on en a parlé depuis longtemps, notamment à l'occasion des élections en 2017 ici en France. On était choqués de voir à quel point ça a joué sur la campagne d'Emmanuel Macron à l'époque. En Pologne aussi, et c'est la raison pour laquelle la Pologne, l'Allemagne et la France, dans le cadre de groupe de travail qui s'appelle Triangle de Weimar, a ouvert une task force qui est censée lutter contre cette influence déstabilisation russe sur Internet. Sauf qu'il se trouve que sur la tête de task force qui lutte contre des informations russes de l'Union européenne, il y a une polonaise qui dit que finalement c'est un travail sans fin parce qu'il suffit de fermer une site, il y a 193 qui arrivent dans une seconde. Donc la seule solution vraiment pour lutter contre ça, c'est d'investir dans l'éducation médiatique de la société. Sauf que court terme, comme entre d'autres des élections législatives, c'est impossible. Ouais. Vous parliez de Donald Tusk tout à l'heure, le Premier ministre de votre pays. On va l'écouter sur ce thème, le thème des valeurs de l'Europe et du risque de voir des démocraties illibérales se multiplier dans notre continent. Je n'ai pas besoin de préciser à quoi ressemblera l'Europe si dans quelque temps devaient arriver au pouvoir des personnes favorables à Poutine, des personnes anti-ukrainiennes, des personnes dont il ne fait aucun doute qu'elles utilisent le pouvoir pour l'argent, des personnes pour lesquelles le modèle de notre démocratie traditionnelle est inacceptable, des personnes qui rejettent la démocratie européenne traditionnelle. Cela commence vraiment à ressembler à un grand danger. Non seulement les résultats du premier tour des élections françaises, mais aussi les informations sur l'influence russe et les nombreux partis radicaux de droite en Europe. Je pense que Annika Yorès est de nouveau avec nous pour nous donner une voix allemande là-dessus. C'est intéressant de voir le poids que l'extrême droite peut avoir en Allemagne. On évoquait avec Philippe Turle tout à l'heure le fait que tout le monde regarde la France. Est-ce que ça peut finalement donner une sorte d'élan à d'autres partis nationaux populistes? Comment vous le percevez, ça? Oui, ça c'est la grande crainte à Berlin et partout en Allemagne. Là récemment, le AfD, donc l'extrême droite allemande, le AfD, n'a eu que relativement peu de voix, donc 15% pour les élections européennes. Ils étaient beaucoup plus hauts dans les sondages un peu avant. Donc ils sont terminés 15%, donc quand même moitié moins que Le Pen. Mais il faut dire qu'il peut y avoir quand même une coopération entre le AfD et Marine Le Pen, même si elle avait exclu d'une certaine manière il y a quelques mois. Elle avait dit que non, c'est fini notre coopération puisque justement l'extrême droite allemande, elle serait trop extrême pour elle, puisqu'il y avait le candidat pour la AfD qui a une sorte d'admiration pour le Waffen-SS. Et donc, elle avait exclu cette coopération. Mais je pense, là, rien n'est dit vraiment, puisque déjà, on connaît comment elle peut changer son programme, Marine Le Pen, avec la réforme de retraite ou autre. Et je pense tout à fait qu'elle pourrait, et ça, c'est l'espoir, et ils le disent aussi, la AfD, c'est l'espoir qu'ils peuvent encore faire une coalition, faire quelque chose ensemble, un projet ensemble au niveau de Bruxelles, parce que leur projet européen est tout à fait pareil. Enfin, ils veulent aussi que quelques lois soient pas nécessairement respectées dans les différents pays. Ils veulent aussi qu'il y a pratiquement plus de tout des gens qui peuvent arriver en l'Union européenne. Donc, il y a beaucoup de convergence programmatique. Et je pense que c'est bientôt possible qu'ils retravaillent ensemble ce qu'ils avaient exclu il y a quelques semaines. Alors, je voudrais qu'on termine, il nous reste quelques minutes avec... On a commencé à l'évoquer, mais la question de la défense européenne et peut-être de l'industrie de défense européenne. D'ailleurs, on écoute d'abord le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Bon, il se veut rassurant, quel que soit le cas de figure de dimanche. Indépendamment des différents partis élus et des différentes majorités dans les parlements, nous avons toujours vu que les alliés de l'OTAN sont restés engagés dans l'alliance parce qu'il est dans l'intérêt de la sécurité de chaque allié d'être engagé. Je m'attends donc à ce que la France reste un allié solide et important à l'avenir. Et on va parler de l'industrie européenne de la défense. Il y a une info aujourd'hui qui ne vous a certainement pas échappé, Daniele Zappala, l'Italien Leonardo qui a annoncé un accord avec l'Allemand Rheinmetall pour produire des
des blindés, des chars. Bon, ça se fait un peu au détriment de la France, mais bon, le message, c'est quoi? C'est un message de défense européenne à construire aujourd'hui? On voit bien qu'il y a en fait effectivement ces alliances qui commencent à se tisser entre les groupes européens, donc effectivement pour l'Italie, Leonardo. Et c'est vrai que de ce point de vue, la position du gouvernement italien est clairement pro-OTAN et en fait pro-ukrainienne. Donc c'est vrai que il y a en fait une cohérence politique qui permet aux grands groupes, aux grandes entreprises de tisser des alliances. D'ailleurs, c'est déjà le cas également vis-à-vis de la France. Il y a beaucoup d'accords de coopération, même si on n'en parle pas au niveau militaire, même au niveau aussi des exercices sur les terrains, etc. Cela dit, ensuite, et bien évidemment, la position vis-à-vis en fait de la Russie en Italie n'est pas en fait aussi poussée que, par exemple, celle effectivement de Emmanuel Macron. Voilà, on n'est pas du tout dans la perspective de pouvoir éventuellement envisager l'envoi, en tout cas avec ces gouvernements, même de personnel pour entraîner directement sur les terrains les soldats ukrainiens. Donc voilà, il y a des petites nuances, mais c'est sûr qu'à la base, on est en fait dans une Italie qui demeure atlantiste et donc qui permet effectivement ce type d'accord avec l'Allemagne ou la France notamment. Oui. Philippe Turle, la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Union européenne, mais son industrie de défense, elle compte toujours d'une certaine façon, toujours dans l'OTAN et toujours dans. Il y a des accords qui continuent. On est quand même en Grande-Bretagne membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, comme la France. On est les deux en Europe. On est quand même deux puissances nucléaires aussi. On est membre de l'OTAN et j'ai pas tellement de peur vis-à-vis des élections cette semaine parce que si le Parti travailliste gagne, c'est certain. Et il a déjà dit, c'est Keir Starmer, qu'il protégera ces trois entités. Donc, pas de problème. Et je pense aussi que la Grande-Bretagne continuera à soutenir l'Ukraine. Rappelez-vous, c'était l'un des pays qui avait investi le plus d'argent au début, grâce à Boris Johnson, d'ailleurs, dans la guerre en Ukraine. Je ne pense pas aussi, je rejoins Danieli, que la Grande-Bretagne, on verra, sûrement dans le court terme, n'a aucun projet d'envoyer des troupes ou des soldats en Ukraine. Mais on rappelle que l'Ukraine ne le demande pas. Hein, voilà, exactement. Mais ne suivra pas Emmanuel Macron sur ce chemin, en tout cas. Et je pense qu'on a moins de soucis à se faire en Angleterre après les élections de cette semaine que, par exemple, la France après les élections. Si alors justement, j'allais vous poser la question. Est-ce qu'il y a une inquiétude de voir finalement l'aide française à l'Ukraine se freiner en cas de victoire du Rassemblement national? Il y a non pas seulement ça, mais je pense qu'il y a une certaine inquiétude. Même si la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne, c'est quand même notre partenaire le plus important concernant les échanges commerciaux. Donc il y a quand même une inquiétude de la montée de l'extrême droite en Europe et quelle sera la politique européenne vis-à-vis non pas seulement des pays de l'Europe, mais de la Grande-Bretagne, si Marine Le Pen est quand même, ou le Rassemblement national est élu. Je ne suis pas sûr que le programme économique du nouveau Front populaire rassure les marchés à Londres. Hein. Je ferme la parenthèse, mais il faut quand même le dire. Anna Kowalska, on a vu comment le Hongrois Viktor Orban avait pu freiner, alors elle n'a pas réussi totalement, mais freiner le déploiement de l'aide militaire à l'Ukraine. Est-ce que dans votre pays, il y a une crainte autour de ça? Est-ce que c'est ce qui est en jeu aussi dimanche en France? Absolument. Et par ailleurs, l'extrême gauche française n'a pas non plus soutenu le package d'aide à l'Ukraine. Donc c'est aussi une question, Donald Tusk, qu'on a entendu, c'est une interview de lundi, il en a parlé, c'est ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche qui sont un partenaire idéal en ce qui concerne l'Ukraine. Oui, c'est la première question qu'on se pose. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Déjà, la France, certes, c'est le président qui décide de questions internationales et de défense, mais il ne décide pas de bouger. C'est le Parlement et le Premier ministre. Et l'aide à l'Ukraine passerait probablement par le Parlement. Donc c'est la question française, certes, mais aussi, comme Viktor Orban, la France pourrait bloquer effectivement les aides prochaines. Mais il y a aussi énormément, quand avec l'Italie, des accords bilatéraux. La semaine dernière, le ministre de la Défense polonais était à Paris. Et la première question qu'on lui a posée, est-ce que vous allez continuer après le 8 juillet? Il a dit, j'espère, mais on ne sait pas. Oui, effectivement. Il y a ce grand point d'interrogation sur notre pays. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est la fin de ce débat. Merci d'y avoir participé ici et en duplex. C'était passionnant. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat. Et je voudrais
donne rendez-vous demain, 18h, 22h, pour une nouvelle édition spéciale. Évidemment, notez que l'invité de la matinale, ce sera Frédéric Valletoux, qui est encore ministre délégué à la Santé et candidat en Seine-et-Marne. Belle soirée.